Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Alexandre Portier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député de Villefranche et du Sud Beaujolais. Alors c'est votre première année de mandat, vous avez été élu l'année dernière. Vous êtes engagé sur la question plus particulièrement du handicap à l'école, avec une mission d'information qui rendra ses conclusions cet automne. Avant de peut-être nous dire les propositions, c'est peut-être un peu tôt, mais au moins le diagnostic. Qu'est-ce que vous avez constaté avec cette mission d'information? Alors moi, c'est une mission qui me tenait à cœur parce que j'ai été beaucoup sollicité sur le terrain par des familles qui rencontraient des difficultés qui sont extrêmement frappantes, hein. Il y a une défaillance de l'État aujourd'hui en matière d'école inclusive et qui menace vraiment, je pense, l'inclusion scolaire. On a une loi de 2005 qui a été un vrai progrès, qui a été portée à l'époque par Jacques Chirac. C'est un héritage de notre famille politique, on en est très fiers. Mais dans les faits aujourd'hui, derrière le progrès quantitatif, il y a des vraies difficultés d'intégration et on ne va pas jusqu'au bout de la logique qualitative de l'inclusion scolaire. On a par exemple un vrai souci sur la gestion des AESH. On a des AESH aujourd'hui qui sont émiettés entre plusieurs élèves, entre plusieurs établissements, qui sont dans des conditions de travail qui sont absolument déplorables, qui sont Avec de passionnés grosses par difficultés de l'engagement recrutement. pour les enfants. On a des grosses difficultés effectivement de recrutement, on peine à en trouver, on a des formations qui sont totalement disparates, on a des départements où ça se passe correctement, mais on a aussi des départements où la formation c'est une clé USB qu'on donne aux AESH et après on s'étonne que ça ne marche pas. Donc il était temps, quasiment 20 ans après cette loi de 2005, de faire le bilan. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va rendre un rapport parlementaire début novembre pour faire de nouvelles propositions et aller vers un acte 2 justement de l'école inclusive. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un manque de moyens, il faudrait mieux payer les ESH, en recruter plus, créer plus de places dans les établissements spécialisés. Vous avez des coûts, c'est 40 000 euros par élève et par an. Vous voulez beaucoup plus de moyens pour l'école. C'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de philosophie. Les moyens sont importants parce que je suis d'une famille politique qui défend le travail. Donc les AESH doivent être payés pour leur travail et pour leurs compétences. Je pense qu'on a deux grands axes de progrès à faire en France. Le premier axe, c'est la question de la formation. Formation des AESH, mais formation de tous les personnels, chefs d'établissement, enseignants. Moi, je suis prof de philo de métier. Dans ma formation, à aucun moment on ne m'a parlé de la question du handicap. Ça interpelle quand même dans le secondaire. On a donc une nécessité qui est de rendre la formation obligatoire sur ces questions-là si on veut aller jusqu'au bout de la logique de l'intégration du handicap à l'école. Et puis il y a un deuxième axe qui est fondamental, c'est le rapprochement du médico-social et du scolaire. Aujourd'hui, on continue à fonctionner avec deux couloirs distincts. Il faut qu'on arrive à les rapprocher et je crois beaucoup à l'intégration du médico-social dans l'école pour apporter de l'expertise aux enseignants, pour apporter aussi du service aux familles et avoir une meilleure culture du handicap à l'école. Vous l'avez dit, vous avez été enseignant de philosophie. On vous a entendu défendre un choc salarial pour les enseignants. Finalement, vous êtes resté un délégué syndical du monde enseignant. Non, il ne s'agit pas de corporatisme. Je vous l'ai dit, moi, je suis d'une famille politique qui défend le travail et qui défend la compétence. Et Défendre le quand on a des travail, mais gens pas compétents, forcément l'augmentation du budget de l'éducation nationale. ah bah si, pour le coup, je l'ai dit au moment du budget, j'étais orateur du groupe LR à l'Assemblée. Je vous invite à écouter mon intervention. Je pense que quand on a des gens qui sont à Bac+5, qui du coup ont le statut de cadre de la fonction publique, si on veut que ce soit un corps d'excellence, si on veut que ce soit les meilleurs qui puissent tirer nos enfants vers le haut, il faut les payer. Et aujourd'hui, je ne comprends pas, et personne ne peut comprendre que dans notre pays, on paye les profs français 2 fois moins que les profs allemands. Personne ne peut accepter qu'ils aient perdu quasiment le quart de leur pouvoir d'achat en 25 ans. C'est un vrai décrochage. Et après, il ne faut pas s'étonner qu'on n'arrive plus à tirer les meilleurs. C'est pas ce qu'on entendait dire François Fillon pendant la campagne. Donc vous avez rompu avec cette ligne-là. La bonne nouvelle, c'est que les temps changent. Et puis je pense surtout, au-delà de ça, c'est qu'on a tous compris que si on n'agissait pas vite pour redresser notre école, on serait incapable de redresser demain notre pays. Le sujet de la rentrée, ça a beaucoup été les questions de la baya, surtout de l'uniforme derrière. C'est un peu un piège que vous tend le président de la République. Vous défendez l'uniforme, il saisit la balle au bon, puis on se rend compte que c'est peut-être pas une mesure extraordinaire qui peut changer la vie des écoles. Qui reprennent nos mots, nos idées, moi, ça ne me pose pas de souci. Je suis pour l'interdiction de la baya. La question religieuse, elle doit avoir ses limites. Et quand on vient à l'école, c'est pour en accepter les règles. L'uniforme, j'y suis favorable parce que je pense que ça contribue à apaiser le cadre scolaire. Mais j'en veux beaucoup à Gabriel Attal d'avoir réduit cette rentrée scolaire uniquement à ces questions. Parce que l'école, c'est bien autre chose. C'est d'abord la question du niveau de nos élèves qui s'effondre. Vous qui avez fait campagne surtout sur ces points-là, donc il vous reprend, on parle de ce sujet, ça paraît normal, mais peut-être qu'il ne fallait pas défendre l'uniforme à l'école alors. Il faut le défendre parce que c'est une condition pour pouvoir enseigner sereinement, pour établir le cadre scolaire. Mais l'école, c'est bien autre chose. C'est comment est-ce qu'on forme nos enseignants, comment est-ce qu'on les recrute, comment est-ce qu'on les paye, quels sont les programmes. Moi, je travaille au sein du Conseil supérieur des programmes dans le cadre de mes fonctions parlementaires. C'est
qu'est-ce qu'on fait en termes d'insertion professionnelle, c'est ça les vrais sujets. Et là-dessus, Gabriel Attal n'est pas au rendez-vous. Et à un moment donné, à force de vouloir mettre la poussière sous le tapis, on voit ce qui se passe avec le harcèlement scolaire, on est rattrapé par la réalité. Et il faudrait que Gabriel Attal sorte du costume de ministre de la propagande ou de la communication pour devenir un vrai ministre de l'Éducation nationale. L'uniforme, vous le dites, c'est un outil d'égalité. Sur ce sujet-là, on se souvient que vous avez fait une tribune contre l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, qui faisait le constat que la France était un des pays de l'OCDE où la ségrégation scolaire est la plus forte. Vous, c'est un constat avec lequel vous n'êtes pas d'accord? Bah, je n'aime pas le terme de ségrégation parce que la ségrégation, ça renvoie à des choses très concrètes. Ça renvoie à la Pologne, ça renvoie à l'Afrique du Sud. J'ai pas l'impression qu'on soit dans un pays d'apartheid non plus. Et j'aime pas quand on impose comme ça des étiquettes qui déforment la réalité. Est-ce qu'il y a des soucis Pas un de manque de mixité? mixité sociale? Bah, la mixité sociale est toujours un combat. Vous parlez à quelqu'un qui vient d'un milieu modeste et qui s'est construit par l'école. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas un sujet d'ascenseur social dans ce pays. Évidemment qu'il y a un problème d'ascension sociale et que les règles du jeu aujourd'hui ne sont pas claires. Et Parcoursup en est l'exemple le plus criant. Pourquoi est-ce que les parents et les familles sont en colère contre Parcoursup? Parce qu'on a des règles du jeu et de sélection aujourd'hui pour l'université qui ne sont plus claires. Voilà. Et dans une méritocratie, il faut que les règles du jeu elles soient les mêmes pour tout le monde. Mais ce n'est pas en tapant sur le privé, ce n'est pas en imputant toutes les fautes au privé qu'on résoudra le problème, pour une simple raison, c'est que s'il n'y a pas de mixité sociale dans le privé, c'est la faute de l'État en réalité. C'est l'État lui-même qui autorise les ouvertures de places. Donc il ne faut pas non plus se moquer trop des gens. Mais pour ce qui est de la mixité sociale dans le public, quelles sont les solutions alors? Alors déjà, tous les territoires ne sont pas les mêmes. C'est ça qu'il faut quand même bien avoir en tête. Le problème des mixités sociales, c'est essentiellement dans les grandes métropoles. Quand on tape sur le privé, Pap Ndiaye tapait beaucoup sur le privé, il avait en tête uniquement le privé parisien qu'il connaissait bien, puisqu'il mettait ses enfants à l'école alsacienne. Mais qu'il aille voir le privé dans nos territoires à nous. Le privé est un lieu de mixité. Moi, dans ma circonscription, on parlait beaucoup des IPS, vous savez, les indicateurs de positionnement sociaux. Ces indicateurs, j'ai l'un des plus élevés qui est à Chazay, dans le collège de Chazay, qui est un collège public, et l'un des plus bas qui est à Belleville, dans un collège privé. Donc, ça ne veut rien dire le privé et le public. La question, c'est comment est-ce que le privé vient apporter un service que le public ne peut pas forcément apporter sur tous les territoires. Et il faut arrêter de stigmatiser un enseignement privé qu'on est bien content de trouver par ailleurs quand il s'agit justement d'apporter une offre sur un territoire où on peut être défaillant. Un mot sur la proposition de loi faite par vos collègues LR, Étienne Blanc, sénateur, et Alexandre Vincendet, député, sur la métropole. On a entendu David Kimmelfeld cette semaine dans cette émission dire que c'était gaspiller du temps du temps parlementaire pour une mesure qui ne se fera pas et qui était une mauvaise solution. Vous allez l'appuyer, cette loi? Totalement, parce que je pense que cette proposition de loi que porte Étienne Blanc a le mérite de vouloir remettre les maires et les communes au centre de la décision politique. Aujourd'hui, il est incompréhensible qu'on puisse avoir des décisions qui soient prises sur des territoires et sur des communes sans consultation du maire ni sans concertation avec ses élus. Ce n'est pas pensable, ce n'est pas une manière de faire. Ce sont les maires qui sont les élus de proximité, qui ont été choisis par leurs concitoyens justement. À revenir sur le suffrage universel pour l'élection du président de la métropole. Je pense qu'aujourd'hui, le mode de suffrage est extrêmement problématique à la métropole. Et puis de manière générale, c'est le statut de cette métropole au sein du département qui est totalement surprenant. On a des relations aujourd'hui entre la métropole et le reste du territoire qui ne sont pas bonnes. Voilà. Ce statut, couplé à des politiques qui sont en train d'isoler la métropole, produit des effets catastrophiques. Quand on voit la ville de Lyon... Sur quel sujet vous aimeriez des relations meilleures? Les transports, typiquement. Prenons le Citral. Nous, sur le nord du département, sur le Beaujolais, on est tous dans l'obligation d'être dans le Citral. Toutes les communautés de communes sont intégrées aujourd'hui au Citral. On a obligation d'y être, sauf qu'on a un président de droit du Citral qui est le président de la métropole. C'est-à-dire qu'on a obligation de payer, mais on n'a pas notre mot à dire à la fin et on n'est pas écouté sur les décisions. Et nos habitants ne comprennent pas que quand ils payent pour un service, il n'y a pas autant de chauffeurs que dans le reste du territoire. Et je pense que c'est pareil à l'Est lyonnais, c'est pareil dans l'Ouest, c'est pareil au Sud. Il y a aujourd'hui une gestion qui est autoritaire, qui est solitaire, qui n'est pas du tout adaptée aux enjeux de nos territoires. Un mot plus politique, on sait qu'il y aura en novembre les élections du président LR du Rhône. Aujourd'hui, c'est Alexandre Vincendet qui ne cache pas son soutien à Édouard Philippe. Vous êtes plutôt soutien de Laurent Wauquiez. Vous allez vous présenter contre lui? Je ne vais pas vous mentir, j'ai été très sollicité par beaucoup de maires, d'élus, de sympathisants, de militants qui m'ont encouragé à m'investir pour notre fédération. Ça me touche beaucoup parce que c'est une marque de confiance évidemment qui m'honore. Je suis d'abord, avant d'être un député, été un militant. Et je peux vous dire qu'il a fallu que j'en colle des affiches, il a fallu que j'en distribue des tracts, il a fallu que j'en fasse du porte-à-porte.
pour être député. J'aime cet engagement collectif. Voilà, je suis d'abord un militant et je me suis construit là-dedans. Et mon énergie ne fera jamais défaut, évidemment, à notre famille politique. On sent que vous êtes en campagne interne là déjà. C'est pas vraiment le sujet. Je pense qu'il faut mettre un peu de côté les questions de personnes. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi. Voilà, le quoi et le comment, c'est ça qui compte le plus aujourd'hui, plus que le qui. Et je pense qu'il y a deux conditions pour qu'on y arrive à l'avenir. La première condition, c'est la clarté. On a aujourd'hui des idées qui sont majoritaires dans notre pays. Moi, je n'accepte pas qu'on ne soit pas en mesure de les porter pleinement. On a des idées qui sont majoritaires, c'est de la droite et du centre. Et pour les porter, il faut sortir de l'ambiguïté, il faut être dans une clarté. Nos militants, et de manière générale les gens, les Français, l'attendent. Et l'unité, parce qu'on n'y arrivera pas si on ne se rassemble pas. Et se rassembler, c'est d'abord se rassembler au sein de sa famille politique. Et moi, je porte un message tout à fait positif pour nos militants. J'ai envie qu'ils aient la niaque, j'ai envie qu'ils y croient. Et de ce côté-là, je serai toujours avec eux pour leur dire tout simplement relevons la tête, relevons le drapeau. On a aujourd'hui tout ce qu'il faut pour y arriver. Portons le drapeau et surtout ne lâchons pas les bras, ne baissons pas les bras, portons fièrement nos convictions et allons-y, boulons-nous parce que les Français ont besoin de nous. Et en tant que député, ce qui est sûr, c'est que je prendrai toute ma part à cette construction de l'unité dont on a besoin. Est-ce que vous ne regrettez pas que Laurent Wauquiez soit aussi peu présent dans le débat politique quand on est je sais pas comment on dit, wauquieziste, wauquiériste, wokiste, comme vous? Ami de Laurent Wauquiez. Je pense qu'il ne faut pas confondre le courage et la précipitation. On a Laurent Wauquiez, quelqu'un de talentueux, quelqu'un de capable, qui a toutes les qualités aujourd'hui pour conduire notre famille politique et pour aussi redresser notre pays, je le crois sincèrement. La présidentielle est loin, c'est dans 4 ans. On sort d'une présidentielle qui a eu lieu il y a 1 an. Je pense qu'il ne faut pas se tromper d'échéance. On a des sénatoriales, les européennes. Je crois que les Français ne comprendraient pas qu'on leur parle tous les matins de la présidentielle alors que c'est dans 4 ans et qu'on a des vrais problèmes qui sont ici et maintenant. On a tous des mandats à accomplir, on a tous des missions à mener à bien et Laurent Wauquiez est totalement à la sienne. Il va à la rencontre des gens, il écoute. Pour l'instant, il est à 4% dans les sondages. Il va peut-être falloir qu'il sorte du bois quand même. Oui, je pense que ce n'est pas tellement le sujet. Si vous avez vu un sondage à 4 ans qui a un jour à donner des résultats concluants, vous m'appelez, je le regarderai avec beaucoup d'attention. À 4 ans, on a rarement vu quelqu'un qui était à 4% gagner au final. Je sais pas, je ne crois pas que ce soit trop le sujet. La question, c'est pas tellement ça, c'est qu'est-ce qu'on veut proposer aux gens. Si on a quelque chose à dire aux gens, à proposer aux gens, à la fin, je crois qu'on arrive toujours à les convaincre. Alexandre Portier, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.